Bonjour à tous, je pense que tout le monde est en train de se connecter gentiment. Alors nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 21e session des jeudis donc Occitanie qui va être consacrée à un sujet de nutrition. Donc quelques consignes en rappel pour démarrer la session afin qu'elle se déroule au mieux possible. Donc, vos caméras, vos micros sont désactivés. Pour échanger, nous vous invitons à utiliser le module conversation. Nous relayerons les questions qui vous viendraient au fil des interventions, pardon. Donc, pour un meilleur confort, vous pouvez activer votre mode galerie. Vous verrez ainsi plus facilement les intervenants. Donc, rappelez-vous que le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas être identifié, vous pouvez utiliser un pseudonyme pour vous connecter. Limitez également les informations que vous partagerez lorsque vous interviendrez pour poser vos questions. Donc, pour terminer cette présentation rapide des consignes, nous vous inviterons à remplir un questionnaire à l'issue des interventions. Donc, alors, le sujet du webinaire sera consacré aux jeunes en oncologie. Nous aurons en tant que modérateur Pierre Sénès qui nous accompagnera. Il est coordonnateur des soins de support et palliatifs, responsable de l'unité transversale de nutrition clinique à l'ICM de Montpellier. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir Bruno Reynard qui, lui, est chef de service de nutrition et responsable de l'unité transversale de nutrition à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Voilà, je vous laisse prendre la main, Bruno, si vous voulez bien intervenir. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour cette invitation. Merci à Pierre. Merci à vous tous pour cette présentation dans le cadre de Onco-Occitanie. Je suis assez content. Il se trouve que dans 15 jours, je vais à Nîmes voir un de mes fils, donc je me mets dans l'ambiance, vous voyez. Alors, donc je vais vous parler du jeûne en oncologie. J'espère qu'on voit le diaporama. Le titre a été choisi volontairement à charge, c'est-à-dire que... Bruno, on ne le voit pas là pour l'instant. Ah, alors c'est embêtant. C'est ma faute, j'ai mal fait les choses. Excusez-moi, je le mets tout de suite. Pas de souci. Voilà. Là, ça devrait être bon maintenant. Il y a un petit, pour l'instant, c'est affiché petite icône. Voilà, c'est bon. Oui, bon. Voilà, donc on a choisi ce titre qui effectivement évoque plutôt les côtés négatifs de cette réflexion, mais je vais essayer d'avoir une présentation la plus objective possible. Vous allez voir qu'elle va finir par plus l'être, mais malgré tout, de pouvoir avoir une vision la plus exhaustive et la plus objective possible de ce que la science peut nous apporter comme information sur l'intérêt des régimes de restriction glucidique en oncologie. L'autre élément liminaire, c'est que je vais parler que de ces régimes au cours des traitements des cancers. Je ne parlerai pas des aspects préventifs de ces régimes pour lesquels malheureusement on n'a pas beaucoup de données, mais on pourra en discuter après le topo. Alors, il y a encore un engouement persistant pour ces régimes. C'est une vague, une mode que je pensais voir s'éteindre depuis quelques années, puis finalement qui s'est maintenue, parce que le goût pour les traitements exotiques, parallèles ou complémentaires se maintient. Et clairement, hein, quand on fait des enquêtes assez régulièrement en France ou ailleurs sur le sujet, une dizaine de pourcents, ça peut aller jusqu'à 12-14% de patients qui acceptent de déclarer faire des régimes de restriction glucidique au cours de leur traitement du cancer, avec souvent pour but principal d'avoir une action sur la course de la maladie cancéreuse, donc de vraiment agir comme traitement anticancéreux. L'autre point important, c'est quand on interroge, et ça on l'a fait il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans avec Emeline Colomba chez les patients atteints de cancer du rein, si on questionne les gens sur
seriez-vous d'accord pour participer à des essais cliniques sur le sujet? Eh bien, il y a au moins 33% des patients, un tiers, qui répondent oui, volontiers. Donc, c'est quelque chose pour lequel il y a un intérêt du grand public, de la patientèle. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. L'autre point important, c'est que souvent, les patients qui font des régimes de restriction glucidique, c'est des patients qui ont recours à d'autres aspects des médecines complémentaires et en particulier tout ce qui est complément alimentaire, hein. Euh, la plupart des patients qui font des régimes de restriction glucidique, la très très grande majorité, ont aussi recours aux compléments alimentaires. Donc ce sont des aspects qu'il faut avoir en tête parce que souvent, quand on en fait un, on en fait plusieurs. Donc ça, c'est une redite de ce que je viens de vous dire, hein. Dans l'étude Nutrinet Santé, on avait retrouvé 6% des patients qui déclaraient, alors il y a peut-être certains qui ne veulent pas le déclarer, hein, mais 6% des patients qui déclaraient faire un régime ou avoir fait un régime de restriction glucidique pendant leur traitement et surtout dans le but d'avoir un impact positif sur l'évolution de la maladie cancéreuse. Une autre étude qui a été réalisée à Montpellier, chez des dames atteintes de cancer du sein, montrait à peu près les mêmes résultats. Donc, clairement, c'est quelque chose qui est prévalent et donc doit être questionné. Et donc, la question qui se pose, c'est à quoi ça sert tout ça, hein? Déjà, je voudrais dire qu'il faut avoir une idée précise de ce que pourrait être un régime anti-cancer. Un régime anti-cancer, par définition, c'est un régime, hein. Et un régime, c'est quelque chose qui s'intègre dans un comportement général de vie et dans un comportement alimentaire particulier, hein. Donc, souvent, et c'est ce qu'on évoquait juste avant, lorsqu'on change sa façon de manger, souvent on change d'autres choses en même temps, hein. Sa façon de faire du sport, sa façon de prendre les médicaments, sa façon de prendre des thérapeutiques complémentaires. L'autre point important, c'est qu'un régime, par définition, ce sont des exclusions alimentaires, hein. Et ça, on va le répéter à plusieurs reprises, et je pense que Pierre sera d'accord. Qui dit exclusion alimentaire dit augmentation du risque de dénutrition. L'autre point important, c'est que malgré la somme extrêmement importante de données précliniques sur les liens qu'il peut y avoir entre la restriction glucidique et l'évolution de la maladie cancéreuse ou l'efficacité des traitements anticancéreux, eh bien, on n'a jamais d'informations très précises sur à quelle étape de la carcinogénèse finalement intervient ou est efficace ce régime, cette restriction glucidique, hein. Et ce n'est pas tout à fait la même chose si ce régime a une action sur l'apparition des cellules précancéreuses ou si il participe à détruire les cellules cancéreuses. Donc pour en venir au vif du sujet, on va parler essentiellement du jeûne continu, hein, à l'opposition du régime du jeûne intermittent, hein, qui est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, mais qui finalement a été très peu évalué en cancérologie. Donc ce jeûne continu, c'est un jeûne de plusieurs jours, hein, habituellement entre 24 et 72 heures dans les évaluations soit précliniques, soit cliniques, hein. Et ça peut être un jeûne complet, à l'exclusion évidemment de l'hydratation, hein. Dans les études cliniques comme dans les études chez l'animal, il n'y a pas de suppression de l'hydratation. Et c'est des jeûnes qui peuvent être plus ou moins complets en termes d'apport calorique. Dans certaines études, on permettait une alimentation qui allait jusqu'à 250 à 300 calories par jour. Là encore, c'est quelque chose qui peut être amusant à questionner puisque certains de nos patients, ils mangent guère plus que 250 à 300 calories par jour. Donc de passer de leur alimentation du moment à ce jeûne-là, finalement, ça ne fait pas grande différence. Mais bon, souvent, ce ne sont pas des nutritionnistes et des diététiciens qui développent ce genre de programme thérapeutique. Et puis l'autre régime, hein, qui est testé beaucoup actuellement en cancérologie, c'est ce qu'on appelle le régime cétogène. Donc c'est l'idée d'avoir une suppression quasi complète des apports glucidiques, hein, glucidiques, sucre rapide et sucre lent, mais en ayant toujours un apport calorique correspondant entre 20 et 30 kilocalories par kilo de poids et par jour. En gros, on va bouffer que du gras, hein. Bon, c'est un régime qui est techniquement compliqué à mettre en place,
mais qui intéresse beaucoup les oncologues pour différentes raisons qu'on va expliquer. Et puis, il y a plein d'autres modalités hein, de régime de restriction calorique et glucidique qui ont été testées. La restriction calorique un peu moins importante que le jeûne, la restriction protéique spécifique, mais tout ça n'a pas amené à des études cliniques qui permettent ensuite de discuter de façon probante. Alors, tout ça repose sur essentiellement une théorie qui a été développée par Walter Longo, qui travaille à la fois aux États-Unis et en Italie. C'est un chercheur, un neurophysiologiste, quelqu'un d'extrêmement compétent et brillant, qui a développé des modèles cellulaires et murins où il a pu montrer que sous l'effet associé d'une restriction glucidique et d'une thérapeutique anticancéreuse, eh bien, on avait augmentation de l'efficacité de cette thérapeutique avec moindre toxicité. C'est ce qu'il a appelé la réponse différentielle au stress. C'est-à-dire qu'on cette restriction glucidique aurait pour vertu à la fois de protéger les cellules normales et de rendre encore plus sensibles à la chimiothérapie les cellules cancéreuses. Alors, je vais vous le dire très, très vite, mais clairement, quand on regarde les études précliniques issues des laboratoires de Walter Longo et même d'autres équipes, autant sur la partie augmentation de l'efficacité des traitements anticancéreux, on a quand même quelques preuves, autant sur l'aspect protection des cellules normales, on n'a quasiment rien, voire rien. C'est-à-dire que cette théorie, même si elle est très séduisante sur le papier, est absolument bancale en réalité. Alors évidemment, il y a d'autres arguments qui sont souvent d'ailleurs proposés par les patients eux-mêmes pour dire bah, ça doit marcher ces régimes-là. Et la preuve en est, c'est que j'ai eu un PET scan et on m'a expliqué qu'un PET scan, bah, c'était un isotope radioactif qui est fixé sur une molécule de glucose. Et comme les molécules de glucose sont captées plus rapidement par les cellules cancéreuses que par les cellules normales, c'est que probablement, si on arrête de manger du sucre, eh ben, on va tuer les cellules cancéreuses. En fait, c'est à la fois vrai et pas vrai parce que malheureusement, toutes les cellules captent à des vitesses différentes ce glucose pour fonctionner. La preuve en est, c'est que si on fait un PET scan à quelqu'un qui est en train de courir, eh ben, on va mettre tout le glucose dans les muscles. Donc, on a besoin de ce glucose pour faire fonctionner la masse musculaire, pour maintenir la masse musculaire, pour éviter la sarcopénie. Hein. Donc, vous savez très bien où je veux en venir. Clairement, si on coupe le robinet du sucre à quelqu'un de malade de cancer, eh ben, il va peut-être avoir un petit peu moins d'évolution de sa maladie cancéreuse, mais il va surtout plus rapidement perdre de la masse musculaire, devenir sarcopénique. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, clairement, on sait maintenant hein, que les cellules cancéreuses, certaines cellules cancéreuses, au moins dans des boîtes de pétri, dans des milieux de culture, sont capables de s'adapter à cette carence glucidique en utilisant d'autres substrats énergétiques comme les acides gras libres ou comme les acides aminés. Hein. Et donc, on va peut-être tuer certaines cellules, mais pas toutes, si on coupe le robinet du sucre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si évidemment efficace qu'on voudrait bien le croire. On sait par quel mécanisme hein, cette restriction glucidique et éventuellement la production de corps cétonique peut agir sur la cellule cancéreuse. Hein. Ça passe par des interventions au niveau des signaux de régulation de la vie cellulaire, qui sont d'ailleurs aussi des cibles thérapeutiques des anticancéreux. Hein. Les cibles PI3 kinase, AKT, mTOR, ce sont des cibles des anticancéreux qu'on utilise couramment maintenant, en particulier ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'effectivement, si ça agit sur les mêmes cibles, ça peut avoir les mêmes effets antitumoraux. On sait par ailleurs hein, que la production importante de corps cétonique, par le fait d'apporter beaucoup de calories sans apporter de sucre, peut avoir un effet antitumoral propre, hein, qui n'a pas été beaucoup étudié, mais il y a quelques données là-dessus qui montrent bien qu'effectivement,
la production de corps cétonique, donc le régime cétogène en l'occurrence, peut avoir un effet supplémentaire anti-tumoral. Juste pour info, dans ces données mentales, il faut un apport calorique conséquent, mais il ne faut pas trop apporter de protéines, hein. Parce que si on compense le manque de glucides par trop de protéines, eh bien on inhibe l'effet des corps cétoniques. L'autre point qui est connu depuis très longtemps, les travaux de Xavier Leverve en particulier, c'est qu'en situation inflammatoire, eh bien, on réduit la capacité à produire des corps cétoniques. Donc, ces résultats précliniques, ces résultats sur les animaux de laboratoire, chez l'humain, ils peuvent être pris en défaut. On a quelques données récentes. On sait que, par exemple, certaines équipes ont montré que justement, le fait d'utiliser par exemple un régime cétogène va plutôt avoir un effet négatif sur les systèmes de protection mitochondriale des cellules tumorales. Donc c'est cette adaptation énergétique dont je parlais tout à l'heure. On sait aussi que ces régimes peuvent avoir une influence positive sur le microbiote et donc légèrement améliorer la dysbiose que l'on retrouve de temps en temps dans des situations de dénutrition, de sarcopénie ou de cachexie. Donc ça peut avoir un effet positif. On sait aussi que ces corps cétoniques peuvent avoir un effet spécifique sur l'efficacité de certaines thérapies, comme les hormonothérapies, certaines TKI, par le biais de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation finalement des mêmes voies d'activation de la mort cellulaire. Bon, tout ça, ce sont des données très ponctuelles qui ne sont pas confirmées à grande échelle et qui ne sont surtout pas confirmées chez l'humain. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de données précliniques, plus de 500, peut-être même 600 études précliniques. Quand on en fait le tri, en tout cas c'est ce qu'on a fait en 2017 pour le rapport du réseau NACRE, eh bien, on avait beaucoup de données redondantes, la même étude publiée dans plusieurs journaux. Et quand on faisait le tri de tout ça, en gros, on avait des données qui étaient très hétérogènes, c'est-à-dire des modèles expérimentaux très différents les uns des autres, difficiles à pouler, et avec des résultats qui étaient bien plus ambivalents que ce qu'on voulait croire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas que des publications positives. En gros, on avait un tiers d'études précliniques, donc chez les animaux, qui étaient positifs, donc qui montraient un avantage à la restriction glucidique, soit à lui seul, soit associé au traitement anticancéreux. Un tiers qui ne montrait aucune différence entre les groupes avec ou sans restriction glucidique, et un tiers qui montrait un effet délétère de la restriction glucidique chez les animaux. Donc, ce n'était pas aussi évident que ça. Évidemment, malheureusement, les promoteurs du jeûne n'utilisent que les données positives et pas les données négatives. Et quand on regarde avant 2017 les études cliniques, il n'y en avait finalement pas de sérieuses, de réellement solides sur le plan méthodologique, à part une étude pilote sur 13 femmes atteintes de cancer du sein en cours de chimiothérapie néoadjuvante. Donc, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en 2017, et donc pas de preuves probantes de l'efficacité de ces régimes. Par contre, la grande majorité de ces études cliniques, qui étaient souvent des rapports de quelques cas cliniques plus ou moins intéressants, montraient qu'il y avait une perte de poids, voire même une perte de masse musculaire chez les patients qui suivaient ces régimes de restriction, jeûne ou régime cétogène. Donc il y avait déjà une alerte sur le risque. Après 2017, on a vu quelques publications apparaître de très mauvaise qualité en termes de résultats, c'est-à-dire des résultats à la marge sur des effets qui étaient vraiment très discutables, comme par exemple sur la qualité de vie, en tout cas sur certains facteurs de qualité de vie, où le régime cétogène ou le jeûne intermittent pouvait avoir un effet. Bon, c'était très discutable. Et puis, on a vu être publiée une très grosse étude qu'on attendait. On savait qu'elle était en cours en 2017, mais on n'en avait évidemment pas les résultats à ce moment-là. Donc, une très grosse étude qui suivait l'étude pilote dont je vous ai parlé, chez les femmes atteintes de cancer du sein en chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante, et qui
qui est une étude très ambitieuse, hein, qui voulait inclure 250 femmes et tirer au sort jeûne versus alimentation ad libitum. Malheureusement, cette étude a été un peu dévoyée, et elle a été en partie dévoyée puisque l'équipe de Leiden aux Pays-Bas a demandé à Walter Longo de participer à cette étude, et je vais vous expliquer que ça a entraîné des modifications dans le protocole. Et vous ne pouvez pas le voir là, le petit tableau qui est à gauche de la diapositive montre que, au lieu d'avoir quelque chose de simple, où on demande aux dames de ne pas manger pendant 2 jours avant et 2 jours après la chimiothérapie, là, on leur a demandé de suivre un régime de diminution progressive des ingestats caloriques, en leur apportant en plus des compléments alimentaires et en plus ce qu'on appelle un substitut de repas mimant le jeûne, dont je vais vous parler juste après. Donc c'est devenu un protocole extrêmement complexe, qui n'était pas tout à fait l'état d'esprit de l'étude initiale. Alors, quels en sont les résultats de cette étude, hein? Donc, il devait y avoir 250 femmes incluses. Finalement, il n'y en a eu que 131. L'étude a été interrompue faute d'inclusion. Et bon, il y avait un bon équilibre dans la randomisation, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais par contre, la compliance au régime de restriction glucidique a été très mauvaise, puisqu'il n'y a qu'un tiers des femmes incluses dans le groupe jeûne qui ont suivi le jeûne suffisamment longtemps pour pouvoir être évaluées. Et l'autre point important, hein, c'est que les résultats sont négatifs, puisque le critère de jugement principal, qui était la toxicité de la chimiothérapie, eh bien, n'est pas différente entre les deux groupes. Et les autres résultats, efficacité de la chimiothérapie équivalente dans les deux groupes, qualité de vie équivalente dans les deux groupes. Donc, une étude totalement négative. Et si vous vous amusez à regarder, à lire les conclusions et la discussion des auteurs, eux, ils disent qu'elle est positive. C'est quand même amusant. Alors, je vous ai dit que cette étude avait été dévoyée, en particulier par la collaboration avec Walter Longo, qui est pourtant un scientifique de très grande qualité. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé donc ce substitut alimentaire mimant le jeûne, qui est un produit dont on ne connaît absolument pas la composition, et qui est un produit qui est fabriqué par une start-up. Et cette start-up, eh bien, elle a été fondée par Walter Longo. Donc il y a un lien d'intérêt, et même un conflit d'intérêt là-dedans, qui me paraît extrêmement préjudiciable à l'intérêt de l'étude. Et pourtant, elle a été publiée dans un très bon journal. Pour l'anecdote, pour 5 jours de traitement, ça coûte $300. En plus de ça, il y a un petit bénéfice qui n'est pas négligeable pour Walter Longo. Alors, quand on voit les données, quand on essaie de méta-analyser les données publiées, bien, on a des résultats négatifs, hein. Clairement, il n'y a pas de bénéfice en termes d'efficacité ou en termes de toxicité des chimiothérapies. Il y a quand même quelques études un peu amusantes et curieuses, comme celle-ci, alors qui est très très mauvaise qualité méthodologique, hein, mais qui a inclut 60 femmes atteintes de cancer du sein en situation soit néoadjuvante, soit métastatique. Alors là, c'est un petit peu plus problématique parce qu'on inclut non pas des choux et des carottes, mais des personnes qui ne sont pas tout à fait dans la même situation néoplasique. Et dans cette étude, le critère de jugement principal, je ne sais comment ils ont réussi à valider ça, était la survie globale. Et la survie globale est très nettement meilleure dans le groupe régime cétogène que dans le groupe sans régime cétogène. Bon, il se trouve que quand on gratte un peu, on trouve toujours des explications. Et l'une des explications, c'est que les patientes métastatiques étaient beaucoup plus nombreuses, 2 fois plus nombreuses dans le groupe, dans le groupe contrôle que dans le groupe régime cétogène, ce qui évidemment biaisait complètement la potentialité des résultats en termes de survie. Donc, je dirais que c'est toujours intéressant d'avoir des résultats positifs face à des résultats négatifs, mais malheureusement, au regard de ces explications, c'est quand même très décevant.
Et puis, bon, il y a d'autres publications, là, là, je vous en ai cité deux, qui s'acharnent à essayer, là, c'est l'équipe de Rainer Clement en Allemagne, qui s'acharne à essayer de démontrer les bénéfices du régime cétogène et qui, par le biais d'une analyse statistique un petit peu complexe, a fini par montrer que l'évolution tumorale en cours de radiochimiothérapie de patients atteints de cancer rectaux, colorectaux, eh bien, l'évolution était moins rapide ou moins significative dans le groupe régime cétogène que dans l'alimentation standard. Mais c'est vraiment quand on cherche un peu dans les coins et qu'on fait les poussières. L'autre point important, hein, c'est que malheureusement, il y a encore presque 10 études qui sont terminées depuis plus de 2 ans, qui n'ont jamais été publiées. Les résultats n'ont jamais été montrés en congrès. Donc, quels sont les résultats de ces études? Sont-ils négatifs? Sont-ils positifs? On n'en sait rien. Et évidemment, ça biaise complètement l'analyse et les méta-analyses. Enfin, et ça, c'est parce que bah, c'est mon cheval de bataille, mon dada au quotidien, eh bien, certains essayent de placer ces régimes de restriction glucidique dans le cadre de programmes de préhabilitation, donc dans des programmes de prise en charge multidisciplinaires. Alors, ce sont des études qui sont en cours, on n'en a pas encore les résultats, hein, mais je trouve ça étonnant d'associer, par exemple, des programmes d'activité physique très, très renforcés avec de la restriction glucidique, par exemple. Ça me paraît très curieux. Mais bon, c'est des choses qui se font et qui sont en train d'être analysées, donc on aura des résultats dans quelques années, probablement, de ces études. Alors, parmi, les choses qui avaient été repérées comme problématiques dès, le rapport de 2017 du réseau NACRE, bah, il y avait cette problématique de la perte de poids. Alors quand on analyse de façon très globale les choses, il n'y a pas de différence statistique entre les groupes régime et les groupes alimentation normale en termes de perte de poids. Mais quand on regarde de façon plus précise certaines études, où en particulier ils ont analysé la composition corporelle, eh bien, on voit qu'il y a de la perte de poids, il y a de la perte de masse grasse, mais il y a aussi de la perte de masse musculaire qui peut être assez importante, hein. Ça peut aller jusqu'à 100 grammes de masse musculaire par semaine. Donc, c'est quelque chose qui est significatif et qui peut poser problème à la fois chez des gens qui ne sont pas préalablement dénutris et puis surtout chez des gens qui sont déjà en situation de dénutrition et de sarcopénie. Vous voyez, hein, comme je vous le disais, à peu près 100 à 200 grammes par semaine de perte de masse musculaire dans ces études sérieuses qui montrent, qui montrent un effet potentiel des régimes cétogènes, mais qui montrent aussi un effet délétère des régimes cétogènes. Donc, de façon plus générale, je dirais que les régimes, bon, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup en cancérologie, hein. Moi, j'ai l'habitude, quand je veux résumer les choses, de dire que les régimes, c'est caca. Un régime, c'est une restriction. Une restriction, c'est une diminution des ingestats caloriques, protéiques et micronutritionnels, hein. Et c'est surtout une potentialité de lassitude et d'acquisition d'aversion alimentaire, de dégoût alimentaire, de peur alimentaire, qui va engendrer une catastrophe à terme. C'est-à-dire que les gens ont beau faire des efforts pour manger, ils ont acquis une telle suspicion sur l'alimentation qu'ils sont plus capables de manger. Et à ce moment-là, on se retrouve dans des situations où, alors qu'avant, en l'absence de régime, ils mangeaient très bien, eh bien, ils se retrouvent à plus manger du tout et ils se retrouvent avec un tuyau dans le nez ou une perfusion, ce qui n'est pas l'idéal quand on peut encore manger. Donc, je peux vous rappeler qu'en 2017, le réseau NACRE a publié un rapport exhaustif, objectif, je pense, sur ces données précliniques et cliniques. Il est téléchargeable gratuitement sur le site du réseau NACRE. L'INCa en a fait un résumé très pertinent, qui est de grande qualité, qui est aussi téléchargeable soit sur l'INCa, soit sur le réseau NACRE. Et puis surtout, je pense qu'une des intelligences de l'équipe du réseau NACRE à l'époque a été aussi de produire des brochures, des dépliants sous forme de triptyques qui sont utilisables en consultation et qu'on peut remettre soit à des personnels soignants, soit à des patients et à leur entourage
pour compléter l'information qu'on peut donner en consultation sur ces sujets-là. Les dépliants datent 2018. Globalement, je peux vous dire que ce qu'il y a dedans est encore à jour par rapport aux données qui ont été publiées depuis. Et clairement, en 2017, et je pense que c'est encore valable maintenant, il n'y a pas de preuve de l'effet protecteur du jeûne et des régimes de restriction glucidique en prévention primaire, en prévention tertiaire et au cours des traitements des cancers. Ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire informer tout le monde sur cette problématique le plus objectivement possible, hein, pour pas être démunis face à du grand n'importe quoi que pourrait nous opposer un soignant, un aidant, un patient. Hein. Ça, il faut vraiment être formé, informé régulièrement sur ce sujet-là. L'autre point, je pense que pour l'instant, il n'est pas licite de faire la promotion de ces régimes-là dans le cadre des parcours de soins en oncologie. Hein. Et si un patient vous pose la question, s'interroge sur le bien fondé de ces régimes-là, il faut l'informer avec les informations qu'on vient de donner, le mettre en garde sur un certain nombre de risques liés à la dénutrition, liés au diabète, et lui dire, moi, je vous conseillerais plutôt de ne pas le faire, vu les risques et l'absence de bénéfices démontrés. Et clairement, chez ceux qui sont les plus dans l'envie de le faire, clairement, il faut qu'ils soient suivis sur le plan nutritionnel de façon systématique, régulièrement, avec des objectifs. Hein, nous, c'est ce qu'on fait ici. On a quelques patients qu'on suit dans ce contexte-là. Eh bien, on leur dit, voilà, OK, on vous suit, mais ce n'est pas moi qui vais vous faire les fiches de régime, mais par contre, je vais vous surveiller un certain nombre de paramètres, et si ces paramètres se dégradent, eh bien, je vous demanderai d'arrêter ces régimes. Je passerai éventuellement par votre oncologue référent pour vous demander d'arrêter ces régimes parce qu'ils vous mettent en danger. Et quand on fait ça, quand on contractualise, entre guillemets, ce suivi, eh bien, ça marche très, très bien et les gens sont complètement d'accord. Je rappelle aussi qu'au-delà du cas français, à l'international, la Société européenne de nutrition clinique et métabolisme recommande de ne pas utiliser ces régimes chez les patients qui sont à risque de dénutrition, c'est-à-dire la grande majorité des malades de cancérologie. Donc, si on veut résumer, le régime anti-cancer, c'est quelque chose de très polymorphe, peut évoluer et finalement qui n'a pas de définition extrêmement précise. Il y a un engouement légitime de la part des patients atteints de cancer pour des thérapeutiques alternatives, dont en particulier ces régimes anti-cancer, mais il faut savoir leur expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, on ne les recommande pas dans les parcours standards. Hein. Les données précliniques sont extrêmement hétérogènes et ambivalentes. Les données cliniques sont globalement négatives, voire très négatives, avec un risque d'aggravation de la dénutrition. Hein. Et donc, il faut accompagner les patients qui ont des intentions vers ces régimes-là pour leur dire, il y a une limite à ne pas dépasser, et si vous la dépassez, on vous demandera d'arrêter ce genre de régime pour ne pas vous mettre en danger. J'ai fini et je vous remercie. Merci Bruno. beaucoup. Pierre, je vais te laisser prendre la main. Donc, merci beaucoup, docteur Reynard, pour cette magnifique intervention. Je vous laisse la parole, messieurs. On a le temps, surtout, Et je rappelle. Le temps, il est surtout pour les questions. Donc, il faut Oui, que voilà. tu nous donnes les questions qui ont été posées, surtout. Donc, une question vient d'être posée dans le chat de la part de Monsieur Rodolphe Lopez. Quels paramètres, alors attendez, je vois plus. Quels paramètres vérifiez-vous pour ces patients qui tiennent à le faire? Vos arguments me semblent forts pour les convaincre de ne pas suivre de tels régimes. Alors, ça dépend des habitudes de chacun en termes de surveillance de l'état nutritionnel. Nous, vraiment dans la routine classique, on utilise évidemment le poids et la perte de poids. On utilise systématiquement la force musculaire par hand grip. Et pour ces patients-là, maintenant, on a intégré quasiment systématiquement l'impédance-métrie pour vraiment avoir des éléments objectifs chiffrés de mesure de perte de masse musculaire. Parce que c'est des gens qui vont parfois être dans le doute par rapport à ce qu'on leur raconte. Et donc, il faut accumuler les données qui vont dans le même sens. Voilà.
Pierre, tu as peut-être des questions de ton côté? Pas de questions pour l'instant pour les autres participants? Tout est clair? Il n'y a aucune autre question qui a été posée dans le chat. Non, à part la question de Monsieur Lopez, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Mais parfois, il faut un peu de temps pour que Oui. les gens réagissent. Oui, il y a plusieurs. Il y a un grand mélange en fait, la dangerosité, c'est ce mélange dans la société civile du jeûne intermittent en particulier pour une population bien portante, entre guillemets, si tant est qu'elle soit bien portante, et qui vient se télescoper avec la maladie chronique au sens large, au-delà du cancer, la maladie chronique dont on voit, nous, en pratique, les bénéfices d'avoir, par exemple, du gras en plus. Les gens qui sont en surpoids ou obèses, systématiquement, ils ont des survies meilleures que les autres dans la maladie chronique, quelle que soit la problématique rencontrée. Et donc, on voit bien ce télescopage-là et les messages qui sont très confus. On n'arrive pas à s'y retrouver. Je comprends quand même une personne lambda en situation de base et du mal à comprendre les problématiques. Alors, je crois que tu as raison de souligner cet aspect-là, parce qu'effectivement, des gens pas toujours très bien intentionnés ne clarifient pas leur message en disant bah, ce que je vous raconte, c'est pour la personne en bonne santé et pas pour la personne malade. Donc ça peut être extrêmement dangereux. C'est ce qui a été le cas pour des promoteurs de ces régimes dans le cadre de livres, de sites internet, de réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est un vrai problème et on ne peut pas les obliger, malheureusement, légalement, on n'arrive pas à les obliger à préciser que ce qu'ils racontent est pour les personnes en bonne santé, pas pour les personnes malades. Ils sont toujours assez prudents pour la plupart. Donc ça, c'est une première chose. Je dirais que parmi ceux qui sont les plus sérieux, malgré tout, il y a ceux qui organisent les stages jeûne et randonnée, par exemple, qui restent des gens assez sérieux globalement et qui font très attention à justement à pas dépasser certaines limites qu'on va appeler exercice illégal de la médecine. Hein, voilà. Mais à Montpellier, vous êtes bien placé pour connaître certains individus qui disent n'importe quoi et qui, eux, ne font pas de l'exercice illégal de la médecine puisqu'ils sont médecins eux-mêmes. Donc, ça, c'est une première chose. Et effectivement, la situation n'est pas du tout la même en termes de réponse métabolique au jeûne quand on est en bonne santé, véritablement en bonne santé, ou quand on est malade. Hein. Les capacités d'adaptation au jeûne de la personne en bonne santé, c'est ce qui a fait que la race humaine s'est maintenue sur la surface du globe pendant des centaines de milliers d'années. Elle est très importante dans notre survie d'espèce. Elle existe, hein, on l'estime jusqu'à 42 jours, c'est pour dire. Hein. Et elle est liée au fait qu'on va très rapidement, à distance du dernier repas, être capable de mobiliser les réserves adipeuses comme source énergétique principale. Hein. Comme ça, il n'y a pas de déperdition de masse musculaire. Mais chez la personne en mauvaise santé, en particulier, comme tu le citais, les gens qui ont des maladies chroniques et donc de l'inflammation chronique, eh bien, ces mécanismes de défense, ces mécanismes d'adaptation sont altérés. Et ces altérations vont entraîner qu'on va utiliser au moins autant la réserve protéique que la réserve adipeuse. Et donc, on va perdre aussi vite du gras que du muscle. Et on sait, et ça, c'est même plus la peine d'en discuter, que la masse musculaire est un facteur pronostic majeur en cancérologie. Donc, si on perd de la masse musculaire, eh bien, on aggrave son pronostic. Alors que le bénéfice du jeûne, finalement, il est quand même très loin d'être démontré dans ce contexte. Nous avons une remarque, Pierre et Bruno, toujours de Monsieur Lopez. Une étude publiée dans Science montrait aussi qu'une cellule cancéreuse dépourvue de glucose détournait sa propre machinerie, contrairement à la cellule normale, et fabriquait un sucre qui lui était encore plus favorable, donc néfaste pour le patient. Ensuite, Juste une petite remarque, ça c'est un problème de modèle, malheureusement. Hein, parce que vous pouvez, en fonction du modèle que vous allez utiliser, de cellules, de souches de cellules que vous allez utiliser, avoir ce résultat-là, et parfois même dans certaines situations, avec certains autres types de cellules, cancéreuses ou non, avoir des résultats contraires. Donc il faut faire attention à quelle est la méthodologie qui est employée du point de vue scientifique, quel modèle cellulaire a été utilisé. Hein.
Toujours Monsieur Lopez merci pour ces précisions, toujours Monsieur Lopez qui relaie que très récemment s'est tenu un congrès du jeûne thérapeutique qui a même été relayé par certains oncologues. Donc il fait part un peu de son désarroi par rapport à ce congrès. Oui, tout à fait. L'interclan des centres de lutte contre le cancer et la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme et la Société francophone de nutrition s'en sont émus, ont même publié un communiqué en appelant à la prudence par rapport à l'écoute de l'auditoire potentiel de ce congrès. J'ai pas eu de suite, je ne sais pas s'il a eu du succès, je ne sais pas dans quelles conditions de réflexion il s'est déroulé. Je crois qu'un des torts qu'on pourrait avoir, j'espère que Pierre sera d'accord avec ça, c'est de fermer la porte à la discussion. Je pense qu'on a face à nous des gens qui sont, pour beaucoup, des gens de bonne volonté, qui veulent réfléchir à comment mieux prendre en charge des patients. Il y a des margoulins, hein, il y a aussi des idiots, il y a aussi des farfelus, mais il y a aussi des gens bien. Et ces gens bien, ben, peut-être qu'on peut imaginer de collaborer avec eux sur une réflexion sur comment on met en place de la recherche clinique. Hein, c'est quelque chose qui est en cours actuellement dans le cadre du réseau NACRE. Donc, je pense qu'il ne faut pas balayer ça d'un revers de main en disant ça y est, c'est réglé, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut être plus intelligent que ceux qui ne le sont pas et rester ouvert à la discussion sur cet aspect-là. Ça reste quand même vachement intéressant. Hein. Mon avis est tout à fait d'accord, tout à fait en accord avec le tien. Je dirais que je suis plus dur sur les revues qui publient. Et si tu veux, cette recherche, la plupart, 95% des papiers qui sont publiés n'ont pas de substratum solide en termes de recherche et polluent la communauté scientifique de données sans intérêt dont on voit le papier que tu as présenté d'ailleurs, mais c'est ça concerne tout le monde, hein, c'est pas, voilà. Et donc ça, pour moi, ça me chagrine parce qu'on est vraiment là dans la difficulté des messages et une espèce de brouillard dans les messages qui ne veulent plus rien dire, qui sont presque à te détourner de la recherche tellement tu es. Mais si tu t'en détournes, tu as affaire du coup à des gens de mauvaise foi qui utilisent finalement les croyances plus que la réalité scientifique. Donc, je crois que c'est important effectivement de travailler avec eux. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut travailler tout le monde. Toutes les idées sont bonnes à prendre. À Montpellier, on a une étude qui est en cours. Elle n'est pas facile à faire. 75 patientes à inclure, 25 patientes dans chaque bras, un groupe sans régime, enfin sans alimentation restrictive, un groupe avec une alimentation réduite de 20% en protéines et un groupe avec une alimentation pauvre en sucre. Et on regarde à la sortie le métabolisme tumoral, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est ça au final. C'est pas trop de savoir. Il y a plein moi, la qualité de vie, les machins, c'est bien, hein, mais ce qu'on veut savoir, c'est si ça change le devenir de la tumeur. Est-ce qu'on est capable de changer le métabolisme de la tumeur? Et donc, c'est très compliqué de regarder. Il y a très, très peu d'études là-dessus, quasiment pas. Donc, on a monté un essai, on a du mal à inclure, mais ça inclut bien, on y arrive et on y arrivera au bout de l'étude. Et on regarde la voie mTOR, justement, l'une des voies métaboliques, avec des prélèvements au même moment, avec des chirurgiens qui prélèvent en même temps, au même moment, dans les mêmes séquences, la tumeur, après 10 jours d'alimentation restrictive comme ça. J'espère qu'on amènera une pierre à l'édifice. C'est le docteur Dont qui gère ça, qui est oncologue, scénologue, c'est dans le sein. Hein. Voilà, donc voilà quelque chose d'important. Nicolas Flory, notre collègue, a fait un travail. Le TEP scan, c'était intéressant, je dis, parce que ils ont regardé dans une dizaine de patients. Évidemment, c'est pas beaucoup toujours, mais on n'a pas l'ambition de faire beaucoup plus quand on fait ça. TEP scan avant nutrition, TEP scan après nutrition artificielle chez des gens qui étaient dénutris. La dénutrition définie par la perte de poids. Et on regardait si le TEP scan modifiait finalement son métabolisme, si la tumeur modifiait son métabolisme en regardant l'intégration du glucose, du sucre marqué dans la tumeur. Et bien après une semaine de nutrition bien conduite, la tumeur ne change pas son métabolisme du tout. On a la même intégration de sucre avant, lorsqu'on est dénutri, et après, lorsqu'on a la nutrition. Ça veut dire qu'elle est autonome et qu'elle tourne toute seule, quoi qu'on fasse en fait. Merci Pierre. Nous avons également une question de Laurent Alcatraz. Que penser à l'inverse des régimes hyperprotéinés? Alors, c'est une bonne question. Alors déjà,
j'ai omis de parler de certains aspects de la recherche de l'équipe de Walter Longo, qui a travaillé sur la restriction protéique, à proprement parler. Il y a 2 très beaux papiers qu'il a fait publier par un de ses collaborateurs italiens, qui sont très bien faits et qui montrent sur des modèles animaux, là encore, hein, que la restriction en protéines animales favorisait l'efficacité de certains traitements anticancéreux dans les modèles qui étaient développés. Donc, c'est une piste intéressante parce que une des questions qu'on ne se pose pas, mais qu'on devrait se poser, c'est quand on jeûne, de quoi on prive la tumeur qui pourrait être efficace? Ce n'est pas obligatoirement le sucre. Ça peut être les protéines, ça peut être certains micronutriments aussi, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été assez poussé, je pense, comme réflexion. Et à contrario, ça a été l'objet d'ailleurs d'un débat aux Journées francophones de nutrition il y a 3 ans maintenant, où on se posait la question, effectivement, c'est quoi le bon apport protéique en cancérologie? Et les recommandations actuellement, elles sont poussées assez haut, hein, jusqu'à 2 grammes par kilo de poids et par jour, sans qu'on sache très bien sur quoi repose cette recommandation puisque, elle est basée sur des mauvaises études réalisées essentiellement en réanimation, donc c'est quand même, un petit peu léger. Donc est-ce qu'il faut pousser le bouchon encore plus loin et apporter plus de protéines pour améliorer l'accrétion protéique et donc améliorer le statut musculaire des patients en cours de traitement? Pour l'instant, je ne sais pas répondre, les données sont insuffisantes pour répondre, mais c'est une piste de recherche qui est très, très intéressante. Merci beaucoup. Alors là, j'ai peut-être pas une question, mais une remarque d'Estelle Gerdou qui vous remercie pour votre présentation et qui rajoute qu'elle pense qu'il faut veiller à ne pas tomber dans l'écueil inverse, c'est-à-dire de générer une anxiété chez les patients, car ils savent que la perte de poids via une réduction des ingestats ou un jeûne est délétère dans l'efficacité des traitements. Ouais, Donc voilà, c'est une je pense remarque qui a été que faite. je pense que Estelle a raison, je la salue d'ailleurs, je la connais. Oui, ça c'est un vrai problème, je ne sais pas ce qu'en pense, Pierre, mais je pense qu'on génère beaucoup d'anxiété liée à l'alimentation avec tout ce qu'on raconte et tout ce que les patients entendent par ailleurs à l'extérieur de l'hôpital. Et ça, il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça. Dans l'idéal, les patients, ils devraient être vus régulièrement par des diététiciens et donc pour faire un peu le nettoyage de toutes ces données-là. Parce que, ça, c'est un vrai, vrai problème, hein. On a plein de patients qui arrivent avec des pertes de poids colossales, qui ont suivi des régimes, qui ont arrêté leur régime, qui ont repris un autre truc parce que des gens très bienveillants avec eux leur ont dit: «Ah bah tiens, ça a pas marché, bah essaye autre chose, essaye ci, le régime brocoli, le régime truc, le régime machin, faut pas que tu manges ça». Et il se trouve que moi, je fais encore la guerre aux soignants qui, par exemple, expliquent à un patient qui a la diarrhée sous chimiothérapie FOLFIRINOX qu'il faut qu'il arrête les légumes parce que ça va améliorer sa diarrhée. Alors que c'est complètement imbécile. C'est quoi qui provoque la diarrhée? C'est le FOLFIRINOX, pas les épinards. Et donc, il faut être très attentif à ça, c'est-à-dire ne pas faire croire aux gens que leur symptôme est lié à l'alimentation, hein. Et donc, je pense là, Estelle a vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est comment éviter de faire encore plus peur aux gens. Tout à fait, merci beaucoup. D'autres questions, peut-être, d'autres remarques? N'hésitez pas à profiter de la présence Tu pas de mis ton micro, Bruno Pierre. et de Pierre. On t'entend pas, Pierre. Marion, peux-tu faire quelque chose pour Pierre? Game over, Pierre n'est plus avec nous. J'appelle Marion. Ah, Marion m'explique qu'elle ne peut rien faire. Que s'est-il passé? Tu as activé de notre côté, c'est toi qui as désactivé ton micro, manifestement, Pierre. Ah, peut-être tu peux te déconnecter, te reconnecter si tu nous entends.
Là, il est bloqué. Il est bloqué, oui. Ok. Bon, Alors, petit est-ce qu'il y a souci d'autres de questions? connexion, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons encore 10 minutes devant nous, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi poser directement vos questions. Vous n'êtes pas obligé maintenant d'utiliser le, le module conversation. Levez votre main, la petite main numérique là, et à ce moment-là, on vous permettra de poser directement votre Il y a un question. commentaire qui vient d'apparaître, une telle Oui, intervention. Oui, alors, vous dites que c'est une intervention qui devrait être relayée, effectivement. J'ai commencé à parler de ce sujet-là dans le cadre des congrès de nutrition en 2011. Je ne cesse de le faire. Je commence franchement à en avoir marre, je peux vous le dire. Parce que moi, mon domaine d'intérêt, c'est la préhabilitation et la sarcopénie, hein, pas les régimes de restriction glucidique, clairement. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, ça diffuse pas aussi bien qu'on le voudrait. Je ne sais pas très bien expliquer pourquoi, et pourtant j'en ai fait des topos sur le sujet, je vous promets. Pierre peut en témoigner. Et je pense parce que effectivement, ça reste quelque chose qui n'est pas encore, enfin, comment dire ça? Je dirais qu'on est dans une époque où la parole du sachant n'est plus aussi importante que celle de l'individu X ou Y, et sans vouloir dévaloriser l'individu en utilisant ces lettres. Et donc, et ça, c'est quelque chose auquel j'étais confronté, en particulier au congrès AFSOS il y a quelques années, où clairement se mettait en opposition la parole d'un individu qui avait l'expérience individuelle d'une guérison sous régime bizarroïde versus ce que moi je racontais de ce que la science savait. Et c'était une opposition très frontale. C'est-à-dire que j'essayais, moi, d'ouvrir à la discussion, mais ce que m'opposait la dame, c'était vous avez tort, tout ce que vous racontez, c'est du pipeau, et en gros, vous êtes un salaud parce que vous êtes payé par les industriels de la nutrition. La preuve, c'est que moi, j'ai guéri grâce à mon régime. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus, c'est-à-dire que le pouvoir du sachant, la croyance envers le sachant, peut-être aussi parce qu'il y a des margoulins dont on n'a pas cité le nom, qui ont un peu dit n'importe quoi, eh bien, elle est altérée de façon très, très importante. Et finalement, un scientifique, qu'il soit professeur ou pas, qu'il ait une grosse voix ou pas, bah, finalement, même s'il parle bien, bah, ça sera pas obligatoirement la voix la plus importante et la plus significative. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. merci beaucoup. Alors, on a une question. Bonjour, merci de ces présentations. Pour le patient hospitalisé pour chimio lourde, vous préconisez 35 kcal par kilo de poids et par jour et 1,5 g de protéines? Point d'interrogation. Oui, en théorie, c'est ce qu'on recommande puisque ce sont les recommandations. Donc évidemment, c'est ce qu'on fait. Ça amène d'ailleurs à discuter de plus en plus, en collaboration avec Pierre et son équipe, ce qu'on appelle l'optimisation thérapeutique nutritionnelle, hein, c'est-à-dire faire en sorte que, au moins dans la période pré-thérapeutique, les patients aient par tous les moyens possibles le bon nombre de calories et de protéines, hein. Ce qui amène d'ailleurs à discuter beaucoup plus précocement euh, la, la nutrition artificielle. Voilà. Mais clairement, ça, c'est complètement à part par rapport à cette problématique-là, même si, entre guillemets, parfois, ça peut être en contradiction avec ce qu'ont entendu les gens. C'est-à-dire, on veut leur mettre des tuyaux, on veut leur faire avaler des compléments très riches en sucre, alors qu'ils ont entendu dire qu'il ne fallait pas manger de sucre. Mais bon, on n'est pas trop challengé dans ces situations-là la plupart du temps. On n'a pas trop de problèmes. Merci beaucoup. Alors, autre question de Maude Grenon. Que conseiller du coup aux patients lors de la découverte s'ils nous posent des questions sur l'alimentation? Un régime alimentaire varié simplement? Alors, ça dépend de son état nutritionnel, hein, déjà. Je crois qu'il faut prendre le temps de discuter. Il faut prendre le temps d'écouter pourquoi
éventuellement, la personne pose des questions, s'interroge sur son alimentation, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, quelles sont ses habitudes alimentaires, quelles sont ses conditions de vie. Et puis, il faut raisonner en disant, l'alimentation reste un espace de liberté. Donc, les gens, on ne peut pas leur interdire de façon absolue de tenter des choses, mais par contre, il faut les accompagner, les suivre, leur proposer des objectifs à atteindre ou à ne pas dépasser en cas de régime restrictif. Je crois que ça, c'est important. Et ça passe. Les diététiciens, ça c'est vraiment important. Et le plus tôt possible, c'est-à-dire dès le diagnostic ou dans les périodes entre le diagnostic et le début des traitements. Ça c'est vraiment essentiel. Je pense qu'il n'y a malheureusement que des professionnels experts de la nutrition et de la diététique qui peuvent sérieusement avoir le temps de cette discussion, de cette réflexion, de cet échange et de ce suivi. Merci beaucoup. J'ai Pierre de l'autre côté, il essaye de se reconnecter, mais c'est compliqué apparemment. Donc, il va essayer avec son téléphone. Un peu en marge du thème, une question de Madame ou Monsieur Gladieff, je ne vois pas le prénom. Donc, beaucoup de patients pensent nécessaire de restreindre l'apport de protéines du lait de vache. D'où vient cette croyance? La question qui tue. Alors, je n'ai pas été faire l'historique de la problématique des protéines de lait de vache. Je pense que ça vient de plusieurs choses. Et là encore, finalement, c'est presque la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a des croyances, il y a des idées reçues, il y a des informations qui viennent en permanence des médias sur le sujet. On entend beaucoup parler de méfaits des produits laitiers. On entend parler du risque de cancer lié à la consommation de produits laitiers. La réalité, elle est la suivante. C'est que, premièrement, la tolérance aux produits laitiers et l'intolérance aux produits laitiers est essentiellement liée non pas aux protéines du lait, mais au sucre qui est contenu dans le lait qui s'appelle le lactose. Et en fait, la capacité de digestion du lactose, on la perd en vieillissant. Normalement, l'humain perd la capacité à digérer le lactose quand il est sevré du sein de sa mère. C'est comme ça. Mais il se trouve que y a des variétés génétiques qui font que y a des gens qui tolèrent le lactose jusqu'à la fin de leur vie, et puis d'autres qui la perdent très vite. Il y a un gradient nord-sud. Classiquement, on dit que les gens du nord gardent plus longtemps la capacité à digérer le lactose que les gens du sud, équatorial, etc. Et donc, quand on tolère le lactose, on peut consommer des produits laitiers en quantité raisonnable. Je vous rassure, tous les modèles animaux qui ont essayé de montrer que le fait de consommer des produits laitiers favorisait l'émergence de cellules cancéreuses l'ont montré uniquement avec des consommations qui sont équivalentes pour nous de 3 litres de lait par jour, tous les jours. Donc, on est très loin des consommations habituelles. Et donc, vous voyez, là, on mélange des trucs qui sont des allergies aux protéines du lait de vache, qui sont des événements rares, avec l'intolérance au lactose, qui est un événement commun dans la population générale, mais finalement, qui n'est pas un problème en réalité, puisqu'on peut soit se passer du lait, comme le font la plupart des humains adultes, soit consommer des produits laitiers pour lesquels le lactose a été digéré, comme certains fromages. Et puis finalement, on peut se passer de ça. Et puis on mélange ça avec les problématiques de le lait, c'est pas bon, ça provoque l'inflammation, ça provoque le cancer. Donc il y a une espèce de brouhaha, de chaos médiatique là-dedans qui fait que les gens ne savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux derrière tout ça. Et je peux les comprendre, c'est pas si simple que ça de connaître toutes ces informations, les traiter, les synthétiser et puis faire le tri. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et on essaye absolument de reconnecter Pierre, mais enfin, il est connecté, mais il n'est pas visible. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Il y a quelques bugs
sur Teams manifestement. Donc, on a beaucoup de remerciements des participants. Voilà, l'intervention a été jugée riche et passionnante et claire. Donc, moi, je ne peux que, il est 14 heures maintenant, je ne peux que vous remercier, Dr Reynard, de nous avoir accompagnés pour cette session consacrée aux jeunes. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité, enfin, nous attendons de vous, si on peut dire, des participants de donner leur avis. Donc là, je vais essayer d'afficher le QR code qui vous permettra normalement d'accéder directement au questionnaire. Voilà, pour donner votre avis sur cette session, cette 21e session du jeudi d'Onco-Occitanie. Merci beaucoup de vous être connectés. Marion a également relayé le lien vers le questionnaire. Voilà, Pierre, désolé, on te voit. Ah, ça y est. Ça y est, le son revient. Oui. Bruno a tout fait. Merci Bruno. Je suis désolé. Hein. Vraiment. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés sur cette session. Merci aux participants, au plaisir de vous retrouver. Alors, on se retrouve au mois de septembre, en fait, pour une session qui sera consacrée au handicap. Ce sera le 21 septembre de mémoire. Vous recevrez d'ici là des save the date et des mails de relance pour vous inscrire via notre site Internet. Merci à tous. Bon après-midi. À très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci.